Monsieur le Président, effectivement, je ne suis pas officiellement un avocat, ni purement un juriste conventionnel, mais je vais essayer vraiment d'être l'avocat d'une cause. C'est la cause de sauver notre existence et également d'assurer sa durabilité. Et dans ce sens, je ne serai pas réductionniste de parler de deux systèmes majeurs qui structurent à la fois nos pensées et nos actions. Ce sont les systèmes socio-écologiques. Et vous avez remarqué que je n'ai pas indiqué ni système économique, ni système politique, ni système juridique, parce que je crois que le système social englobe tous ces composants et en face d'un système écologique avec lequel on doit interagir de manière constructive et viable. Donc, je vais, à travers ma communication, répondre à une question très simple, puisque cette rencontre se focalise bien sûr sur la thématique du passage à l'Anthropocène. Comment assurer la viabilité et la résilience des systèmes socio-écologiques à l'ère du changement global et de l'Anthropocène. Je rappelle que l'activité humaine a beaucoup imprimé, bien sûr, la géologie de la planète Terre ces derniers siècles et surtout ces dernières décennies. Et il se mesure par un ensemble d'indicateurs que je ne vais pas bien sûr rappeler ici parce que c'est trop consommé. Mais il faut savoir que les preuves de l'impact anthropique sont maintenant scientifiquement confirmées à travers l'élévation des niveaux de mer, les changements biologiques, les changements des océans, les changements physiques des continents, ainsi que d'autres marqueurs qui ont apparu à partir du milieu du XXe siècle, comme par exemple des microplastiques, des pesticides, du béton, au mieux des éléments radioactifs. Donc, l'une des caractéristiques majeures de l'ère anthropocène, c'est la capacité de l'homme à occuper, à transformer la planète à un rythme toujours plus rapide, avec une intensité plus importante et des conséquences complexes et incertaines. Donc apparaît la notion de crise globale qui a été évoquée, bien sûr, depuis hier. Et c'est une crise qui nous amène, pas par choix, mais par obligation, à repenser entièrement nos référentiels. Donc avant de parler, par exemple, d'adopter une convention, une déclaration, qui à mon sens, vont s'inscrire dans des référentiels conventionnels, il faut penser à repenser nos référentiels. Et ces tâches incombent en particulier aux chercheurs intellectuels qui ont bien sûr cette responsabilité historique, parce que ceux qui animent l'action, comme les décideurs, les praticiens, etc., n'ont pas suffisamment de temps pour le faire, parce que ça demande du recul et ça demande de questionner un certain nombre de choses. Donc, la reconnaissance maintenant qui est quasi universelle des risques posés par le changement climatique comme manifestation de l'Anthropocène n'a pas, amené inéluctablement à prendre des actions en faveur du changement climatique de manière efficace. Et ça prouve qu'il y a un problème quelque part. Il y a une défaillance quelque part, c'est que nos systèmes sociaux, qui englobe le juridique, le politique, l'économique, etc., est encore résistant à toute idée de changement au niveau des référentiels. Et donc, il est vrai qu'il y a une prise de conscience qui propage actuellement comme une tache d'huile au niveau des religieux, au niveau des scientifiques, au niveau des décideurs, de la société civile, etc. Mais c'est une prise de conscience qui est, à mon sens, insuffisante, vu l'urgence écologique qui se présente de manière, imposée. L'accord politique de Paris qui a été adopté, bien sûr, qui reste un pas en avant, bien sûr, dans le sens de résoudre le changement climatique, c'est un accord qui reste, bien sûr, très imparfait, parce qu'il émane de ces référentiels conventionnels qui sont basés sur la culture de consumérisme, sur la culture de garantir au capitalisme une longue vie, sur la culture de traiter l'environnement et la nature comme un opposant, et on garde une ligne de démarcation entre ces différents niveaux, et ces lignes de démarcation ne sont pas bien sûr justifiées parce qu'on n'est pas en train de concilier
des aspects qui sont exclusifs, à savoir l'humain, la nature, l'environnement, etc. Mais on est en train de traiter tout un système qu'on peut appeler biosphère. La biosphère, où se concentre la vie, c'est un concept que je trouve vraiment très pertinent pour revoir nos référentiels. La somme de la nature et de la culture procède des interactions réciproques qui unissent les êtres vivants au sein de la biosphère. Et cette notion qui a été définie en 1926 déjà, dans une optique biogéologique et écologique par Vladimir Ivanovich Vernadsky, qui pose comme hypothèse que la vie est une force géologique qui transforme la Terre. Il est le premier à envisager scientifiquement l'impact de l'activité humaine sur le climat, déjà en 1926, à une époque où l'on pensait que les ressources naturelles étaient dotées de capacités de régénération inépuisables. Et ce concept naît d'une démarche transdisciplinaire rassemblant notamment naturalistes, géologues et biologistes, et après, bien sûr, des chercheurs des sciences humaines et des sciences sociales. Je reviens plus ou moins en arrière, il y avait 40 ans, on a inventé certains concepts et des instruments pour résoudre plus ou moins progressivement la crise écologique. Prenons l'exemple du développement durable, qui est maintenant un référentiel imposant. Il est vrai que le développement durable apporte une nouvelle vision pour articuler plus ou moins les systèmes sociaux et écologiques, et on a ajouté de manière artificielle la dimension économique parce que l'économique ne doit pas avoir une existence isolée, parce qu'il fait partie des choix sociétaux, donc il doit obéir aux logiques des systèmes sociaux et pas imposer sa propre volonté, sa propre vision de voir le monde. Et c'est là où il y a un certain nombre de risques, comme par exemple la marchandisation des ressources naturelles et de la planète. Donc, la question de modèle, on ajoute parfois durable, devient primordiale, puisqu'elle impacte directement la relation de l'humain à la planète. Et le langage, bien sûr, dominant, c'est que tout le monde doit se développer, c'est bien, mais à quel prix et avec quelles externalités. Et donc, dans ce sens, on doit, bien sûr, penser à trouver des référentiels nouveaux qui peuvent appréhender ces relations très complexes entre l'humain et la planète ou la biosphère. Et donc, la proposition qui a été proposée par un ensemble de chercheurs, un groupe de chercheurs auquel j'appartiens, appelle à reconnecter l'homme à la biosphère, d'entamer un travail de reconnexion. Et si l'on parle de ce travail de reconnexion de l'homme à la biosphère, c'est qu'il y a eu une déconnexion. Et donc, en agissant directement sur elle, ça veut dire la biosphère, en devenant acteur de la transformation géologique de la planète Terre, l'humanité s'est extirpée de sa relation avec les autres vivants, et en devenant acteur de son propre destin, Homo sapiens s'est décalé de ses origines, de sa matrice originaire qu'il a fondée et créée. Donc l'entrée dans l'Anthropocène date cette rupture, en quelque sorte, cette déconnexion. Alors, on est obligé maintenant de passer à un autre stade où on doit devenir des intendants du système Terre. Mais cette intendance doit également s'éloigner du conventionnel. L'intendance doit être faite par un contrat social, un nouveau contrat social qui a été exprimé par Nicolas Hulot hier et également d'autres chercheurs, pour rechercher une viabilité ou une durabilité mondiale. Et finir avec certaines dynamiques comme nord-sud, sud-sud, etc., parce qu'on a un destin commun. Et donc, y parvenir nécessite de repenser notre relation à la biosphère. C'est obligatoire, de repositionner l'humain dans son rôle et sa place sur la planète. Certes, reconnecter l'homme à la biosphère nécessite une gestion raisonnée, entre parenthèses comptable, des ressources de la planète, et implique de considérer les limites qui lui sont supportables. Mais l'atteinte de cet objectif d'intendance planétaire repose sur un autre paradigme différent de celui qui confère à la planète le statut de capitale aux sociétés humaines. La biosphère fonctionne sous forme d'interaction réciproque
les systèmes sociaux en étroit lien avec les écosystèmes, formant des socio-écosystèmes. Et donc, ce sont ces référentiels qui peuvent mettre le doigt sur les interconnexions entre les niveaux locaux et globaux qui participent à l'empreinte humaine sur la planète. Et donc, de lier local au global, de lier les différents niveaux de manière indépendante, et cela, même sur le plan politique, peut neutraliser un certain nombre de résistances qui peuvent opposer, par exemple, le nord au sud ou les multinationales à d'autres acteurs, etc. Comment se reconnecter? Bien sûr, il y a des moyens, et on peut appeler ces moyens comme des moyens d'une médiation. La médiation se fait par un certain nombre de moyens, par exemple des systèmes d'être, les identités, les schèmes socioculturels, les représentations socio-cognitives, les systèmes comportementaux, etc. Il y a également les instances sociales, les systèmes institutionnels, normatifs, etc. Les habitus, comme les systèmes de disposition à la pratique, les façons de penser, et les normes. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de dynamiques qu'il faut, animer pour pouvoir, bien sûr, entamer cette reconnexion de l'homme à la biosphère. Dans ces dynamiques, il y a le terme utilité qui s'impose. Et vous voyez avec moi que si on pense de manière utilitaire, pas forcément dans la logique, bien sûr, économique des choses, qui a abouti à l'invention de certains concepts comme les services écosystémiques, qui rendent, bien sûr, la nature au service de l'homme, de manière à ce que tout est perçu, en faveur de cette existence humaine, qui reste, bien sûr, une idée parfois superficielle. Hier, j'ai entendu parler de l'aspect esthétique des ressources naturelles, des espèces. C'est une idée qui m'a choqué, plus ou moins, parce que les espèces ont une valeur intrinsèque, qu'on le veuille ou non, qu'il soit de manière esthétique ou non, peu importe. Chaque espèce a une valeur intrinsèque, ça veut dire qu'elle doit exister en tant qu'espèce. Parce que si on pense même de manière utilitaire, si une espèce n'est pas utile aujourd'hui, elle peut être utile après 100 ans. Elle peut être utilisée, par exemple, pour lutter contre une épidémie, contre un nouveau problème sanitaire, un nouveau problème social, etc. Donc, la valeur intrinsèque des espèces doit être également un nouveau référentiel qu'il faut imposer aux politiciens, aux praticiens et même aux juristes. Peut-être une dernière idée que je vais également mettre en valeur, c'est de commencer à penser en termes de réconciliation entre l'humain et l'environnement et pas en termes de conciliation. Parce que c'est la logique de conciliation qui a produit certains termes comme les services écosystémiques, comme le développement durable et d'autres termes qui sont vraiment très, très imposants actuellement et qui peuvent finir ou déboucher sur des politiques, sur des lois, sur des conventions internationales qui sont décalées par rapport aux réalités et par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Donc la réconciliation peut nous amener à construire une unité socio-écologique pour un destin commun. Donc je ne vais pas développer parce qu'il faut du temps, mais c'est déjà les idées fortes. Merci.